Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de notre séminaire du Lab. Comme vous le voyez, pas encore, mais bientôt, sur la slide de l'intitulé de séance, on a emprunté l'intitulé de cette séance à la revue du même nom, à un S près, Société et représentation, avec cette mention « Nouvelles approches ». Parce que si les représentations médiatiques ont fait de tel ou tel champ du social, ont fait l'objet de moult travaux de recherche, en histoire, en sociologie, en sciences politiques, l'approche par la donnée et par le jeu de données, souvent massives, constitue en quelque sorte un nouveau paradigme. Et c'est de ce sujet qu'on va parler aujourd'hui. Et donc on retrouve notre format habituel en deux temps, un format recherche et exploration où des chercheuses qui sont accompagnées au sein du lab présentent l'état d'avancement de leurs travaux. La première est à distance depuis la Californie, donc on la remercie de s'être levée très tôt. Et puis le deuxième temps sera consacré au focus outils et méthodes, avec justement une réflexion peut-être même sur les outils et peut-être même un peu épistémologique sur ce que ça veut dire que de produire des représentations à partir des données. Voilà, je passe la parole à Martha, qui est pilote scientifique et qui va introduire les intervenants. Oui, alors la première intervenante sur des questions macroéconomiques et notamment quel est l'impact de la monétisation sur les prévisions économiques des ménages. Alors, je pense que ça serait quand même bien qu'au moins on voit les diaporamas de l'intervenant ici. On passe la parole à la deuxième intervenante d'aujourd'hui, qui est déjà en position dans l'espace physique. Anaëlle Alouche est maîtresse des conférences en sociologie à l'Université de Picardie. Et elle travaille sur un sujet passionnant pour qui travaille dans l'enseignement supérieur, la sociologie de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, en particulier, va nous présenter ses travaux sur les représentations médiatiques des filières de l'enseignement supérieur dans les journaux télévisés. C'est bon ? D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation qui est en fait absolument inédite. Pour le moment, c'est la première fois que je présente les premiers résultats de cette recherche-là, qui a été menée depuis plusieurs mois avec la collaboration plus qu'active d'Arthur Lézère, que je remercie de manière très chaleureuse, ainsi qu'évidemment les organisateurs et organisatrices de ces séminaires. Alors, ce séminaire portera donc sur la représentation médiatique des filières de l'enseignement supérieur dans les journaux télévisés. Il s'inscrit en fait à la suite d'une labellisation avec l'INA qui était advenue aux alentours de 2018. Et j'en profite pour saluer très chaleureusement Géraldine Pouls, qui est également présente ici, qui était sur un autre sujet, mais qui déjà, en relisant le projet initial, mentionnait le fait que les médias et les ressources INA étaient extrêmement utiles pour la sociologie de l'éducation et de l'accès dans l'enseignement supérieur, donc ma spécialité, sans être particulièrement investis. Donc il me semblait qu'il y avait quelque chose de très important et intéressant à travailler dans cette collaboration entre la sociologie de l'éducation et l'INA. Donc c'est vraiment ce projet actuel dans la continuité, se situe vraiment dans la continuité de cette première labellisation. Évidemment, les médias, et notamment les journaux télévisés, mais aussi Internet, sont l'un des déterminants. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon... Voilà. Sont l'un des déterminants dans le travail d'orientation des élèves et de leurs familles, classiquement considérés comme très essentiels dans ce travail familial d'encadrement des choix scolaires, pour reprendre une thématique chère à Agnès von Santen par exemple, en même temps que le travail d'encadrement de l'orientation qui est mené par les enseignants
ceux qu'on appelle les psy-EN dans le langage technocratique d'éducation nationale, c'est-à-dire les psychologues chargés de l'orientation, comme ceux qui sont présents dans les CIO. Et désormais, dans le cadre c'est également le cadre du travail des acteurs privés, comme ceux qui organisent des salons dédiés à l'orientation, type salon de l'étudiant, tous les ans à une période donnée. Et l'idée, c'était vraiment de comprendre plus clairement et de manière plus fine, en fait, le rôle particulier des médias dans la production de ces choix d'orientation à destination des élèves. Mais avant de comprendre concrètement comment les choix médiatiques, enfin comment les représentations médiatiques pouvaient avoir un impact sur les choix d'orientation, il s'agissait d'abord de comprendre quelle image était produite par les médias. Or, à ma connaissance, il n'y a aucune littérature qui est disponible sur cette question. Alors, ce qui m'a beaucoup étonnée dans un premier temps, mais j'ai cherché, et effectivement, en France, mais comme dans de nombreux pays, il n'y a rien. On commence à en savoir un tout petit peu plus sur les journalistes spécialisés sur les questions d'éducation, qui sont en fait très peu nombreux sur la place de Paris, en quelque sorte, une trentaine qui sont véritablement spécialisés sur les questions d'éducation, principalement dans la presse écrite, et plus que dans l'audiovisuel, c'est-à-dire journaux et radios. Donc l'idée, à partir de cette enquête, c'était vraiment de comprendre quel type d'image la télévision fabrique-t-elle relativement à l'orientation, c'est-à-dire relativement à l'accès dans l'enseignement supérieur, pris dans sa diversité, filière courte, université et grandes écoles, et sur ce passage fameux de bifurcation scolaire et sociale entre le lycée et l'enseignement supérieur. L'idée, ce n'est pas seulement d'analyser les discours, comme on le fait très bien en sociologie de l'éducation, notamment en se concentrant sur la presse écrite, mais aussi de se livrer à ce qui était nouveau pour moi, c'est-à-dire une analyse des images, y compris une analyse des images non commentées, donc des images génériques en quelque sorte qu'on voit parfois passer dans les journaux télévisés derrière des discours qui peuvent être déconnectés d'ailleurs avec les discours. Donc, en quelque sorte, c'est d'abord ce passage par l'analyse de l'image. Là, vous voyez évidemment la porte de l'accès à la Sorbonne. Et aujourd'hui, c'est l'accès à Paris 1, Paris 4, selon sa filière et selon son niveau dans l'enseignement supérieur, qui sont représentés. Dans quelle mesure cette analyse de l'image doit permettre une analyse plus raffinée en termes de réception, d'orientation. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais la question de l'accès dans l'enseignement supérieur est évidemment une question absolument classique en sciences sociales et notamment en sociologie. Et il faut, pour s'en convaincre, revenir au classique. Et pour une sociologue de l'éducation, le classique des classiques, c'est évidemment Bourdieu-Passeron, 1964, Les Héritiers, qui parle de la première vague de massification universitaire. On n'est pas encore tout à fait à une massification universitaire, mais c'est en train en quelque sorte, et on est évidemment 4 ans avant 1968. Dans mon souvenir, on en a souvent parlé avec Arthur d'ailleurs dans nos entretiens et dans notre travail, il me semblait que Bourdieu et Passeron parlaient du baccalauréat et des journaux télévisés relatifs au baccalauréat comme d'un marronnier qui revenait chaque fois en juin et qui parlait justement de la précocité du baccalauréat. Et en fait, j'ai relu Les Héritiers et je n'ai pas retrouvé ce passage, donc c'est drôle parce qu'en fait, dans ma mémoire, c'est mon interprétation, il ne parle pas de marronnier, il parle... Pardon, dans de la télévision. Alors, voilà. Donc j'irai dans de la télévision, mais il parle bien de marronnier. Donc c'est juste dans... alors voilà, c'est la sociologue de l'éducation qui parle. Je décalerai, mais je suis très contente qu'il y ait quelqu'un qui confirme qu'il y avait un marronnier quelque part. J'étais persuadée que c'était dans Les Héritiers. Mais ceci dit, dans Les Héritiers, il dit justement que les médias ont un rôle dans la manière dont ils dessinent une culture de la précocité, une culture scolaire de la précocité qui valorise systématiquement en fait le plus jeune bachelier de France ou le plus jeune agrégé ou le plus jeune polytechnicien, ce qui contribue à la fabrication en fait de la valorisation du mérite ou de la méritocratie comme idéologie du don. Cette lecture-là, finalement, elle n'est pas étayée. Elle n'est pas étayée par une base empirique. Et l'idée de cette enquête, c'est justement se pencher sur les ressources INA pour savoir dans quelle mesure il y a à la fois une saisonnalité potentielle de ces questions-là et aussi dans la production de l'image, quel type d'images sont associées
à ces moments qui peuvent être associés justement à cette saisonnalité de l'orientation. Un point court peut-être en sociologie de l'éducation et en sociologie de la culture, il y a une association naturelle en termes de pratiques culturelles entre les classes populaires, ou les milieux populaires, entendu de manière très diverse et très large, et la télévision. La télévision, et notamment pour les enfants nés jusque dans les années 2010, c'est-à-dire avant les vagues Internet, c'est le principal média audiovisuel, et dans la sociologie de l'éducation, souvent, et parfois d'ailleurs de manière pas très contrôlée, on considère que c'est le principal accès, la télévision, à l'information. Et c'est souvent défini donc, dans les études relatives à l'encadrement éducatif fourni par les parents comme incarné par l'image d'un enfant sans contrôle, en quelque sorte, laissé devant la télévision, donc laissé devant la télévision tel qu'en lui-même. En sociologie de la culture et des pratiques culturelles, évidemment, la référence, c'est évidemment les travaux de Philippe Coulangeon, on considère souvent les pratiques culturelles liées au visionnage de la télévision en fonction des pratiques de lecture. Donc ce qui caractériserait justement les classes populaires et plus si affinité à partir des vagues de massification scolaire, c'est justement une pratique de la télévision puis d'Internet plus intensive que pour les milieux populaires, que pour les milieux plus privilégiés, pour le dire très rapidement évidemment. Ceci dit, je reste sur les écrits de Philippe Coulangeon pour qui j'ai beaucoup d'admiration. En elles-mêmes, si elles ne s'intéressent pas forcément à la manière dont les médias s'articulent avec la question éducative, sont très intéressantes pour penser la manière dont la massification scolaire peut avoir un impact sur le visionnage de la télévision et donc potentiellement sur la réception de ces images relatives à l'éducation. Et là, je cite un article de Philippe Coulangeon de 2007 dans la revue française de sociologie. Ce qu'il dit, c'est que pour les générations ici des vagues de massification universitaire, donc globalement à partir de 1960-1980, puis les années 2000-2010, la télévision, en termes de pratique culturelle, prend petit peu le pas, peut-être petit peu par petit peu, le pas sur la culture. Il se base évidemment sur les données DEP, pour reprendre un ancien acronyme du ministère de la Culture, donc des statistiques produites par le ministère de la Culture. Et il a deux interprétations. Déjà que ces changements sont liés à la transformation progressive du rôle de socialisation culturelle de l'école, où, y compris à l'école, il y a un rôle de plus en plus important donné aux mass médias, que ce soit la télévision dans un premier temps et ou Internet désormais. Et deuxièmement, qu'il y a, et ça c'est pour le coup un résultat assez consistant, comme on dit, et au travers de différents systèmes éducatifs, il y a une forme de réduction des clivages culturels entre ce qu'on appelait autrefois les héritiers et les nouveaux étudiants, avec un poids de plus en plus important, et je pense que je ne vous apprendrai rien là-dessus, de ce qu'on appelle l'omnivorisme culturel en termes de pratique culturelle, c'est-à-dire que ce qui caractérise le plus les élèves de milieux plus privilégiés, c'est justement la capacité de jongler entre différents types de pratiques culturelles, plus ou moins légitimes, mais aussi de savoir potentiellement les utiliser à bon escient là où il faut, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans une copie de concours ou dans une copie de baccalauréat, on sait qu'il ne faut pas utiliser le rappeur qu'on adore par ailleurs, qu'on passe son temps à écouter, mais d'autres types de références culturelles. Donc, à partir de ces études-là, l'idée c'était vraiment d'articuler les vagues de massification universitaire et la manière dont elles avaient potentiellement un impact sur la production d'images à la télévision. Les sources, évidemment, ce sont les sources déjà des archives de l'INA. Donc, je suis qualitativiste principalement, donc moi j'ai travaillé sur les images et je remercie très chaleureusement encore une fois Arthur qui est présent, Arthur Lézère qui est présent ici, qui a travaillé d'un point de vue statistique. La focale que l'on s'est donnée dans un premier temps, et pour le dire très rapidement encore une fois, c'est principalement évidemment les journaux télévisés dans la mesure du possible et à partir du début des sources avec toutes les limitations que vous connaissez, et évidemment surtout à partir de 1995 où là les sources sont beaucoup plus systématiques et l'hypothèse c'était vraiment de tester les effets des différentes vagues de massification, donc 1960-1965 pour aller très vite, 1980 et ensuite 2000 jusqu'à 2010 sur les représentations télévisuelles de l'éducation et de ce moment-là d'accès dans l'enseignement supérieur.
On y a ajouté aussi des éléments plus épars que j'avais recueillis, notamment grâce aux documentalistes, et je pense notamment à Véronique Lefort, autour des baromètres INA, sur l'éducation et un corpus plus large. Donc on a travaillé sur journaux télévisés et sur les dernières statistiques, et là je parle sous le contrôle d'Arthur aussi, sur une base un petit peu plus large qui incluait par exemple les magazines. On a recherché les occurrences relatives à différentes. On a essayé plusieurs entrées. Sur la question du baccalauréat, nous paraissait centrale pour les premières vagues de massification, puisque le baccalauréat, comme vous le savez, c'est le premier diplôme du supérieur. En tout cas, en 1960, c'est plus le cas aujourd'hui avec l'arrivée de Parcoursup. Puis des occurrences plus larges qui sont relatives aux universités et grandes écoles. L'idée, c'était aussi de comprendre comment la télé représentait les grandes écoles et par rapport à la représentation qu'elle pouvait fournir, par exemple, des universités pris dans leur diversité, mais aussi on a fait des focales sur certains types d'établissements qui pouvaient incarner des formes de massification, et je pense notamment à Montpellier 3. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter ça, mais dans tous les cas, voilà globalement ce sur quoi on a travaillé. Le premier constat qui me semble vraiment extrêmement important de rappeler, et on l'avait déjà établi avec Véronique Lefort, les documentalistes, quand j'avais commencé il y a quelques années à travailler sur ce sujet-là, c'est que l'éducation est paradoxalement un sujet qui concerne 12 millions d'élèves et autant de familles. En plus, on considère par exemple les grands-parents et la famille élargie, mais qu'à la télévision, et notamment quand on prend les journaux télévisés, rien qu'à partir des baromètres, c'est un sujet invisible. Donc j'ai entouré avec un petit stylo sous format Word les résultats statistiques sur le baromètre INA. L'éducation, c'est de loin, ou pratiquement avec la rubrique faits divers, la rubrique Histoire Hommage, la rubrique qui est la moins représentée sur la période 1995-2018, de loin, avec simplement sur les chaînes hertziennes des différences, et notamment à la défaveur, c'est peut-être plutôt une surprise, mais en fait finalement pas tant que ça, à la défaveur par exemple de chaînes comme Arte, qui parce qu'elles ont fait des choix éditoriaux vers l'international, se tournent moins sur des sujets éducatifs qui sont évidemment ancrés dans l'espace national. Et donc ça, pour moi, c'est déjà un premier résultat d'essayer de comprendre en fait comment expliquer cette invisibilité, et pourquoi c'est aussi important de le mentionner, c'est que tout le reste de nos données en fait va dépendre aussi du fait qu'il faut considérer le fait que globalement par rapport aux autres sujets, dans les journaux télévisés, l'éducation est plutôt un sujet invisible. Alors quelques petits éléments méthodologiques à préciser, et encore une fois là c'est Véronique Lefort qui m'avait précisé que l'enseignement supérieur et l'articulation entre le SCO et le SUP, comme on dit en langage technocratique éducation nationale, dépend des catégories éducation, mais aussi parfois société, sans qu'on puisse véritablement, selon les documentalistes, être au clair sur ce qui est classé où en fait. Par ailleurs, si l'éducation est sous-représentée en termes de journaux télévisés, il y a quand même une figure qui ressort de ce monde éducatif, c'est le figure du ministre ou de la ministre de l'Éducation nationale, donc là je ne vous ai pas mis les baromètres, mais qui fait partie systématiquement, quel que soit le bord politique, des 30 personnalités les plus représentées dans les journaux télévisés, quel que soit le bord politique. Et ça on l'avait regardé notamment parce que, pour essayer de tester l'hypothèse qui était il y a quelques années extrêmement présente dans les médias, de savoir si Jean-Michel Blanquer était plus présent à la télévision que d'autres ministres. Et on voit en fait que finalement c'était tout à fait équivalent, et ce, quel que soit le bord politique et le genre ou de la ministre. Donc encore une fois, pour moi, c'est un premier constat qui me paraît important de noter. En parallèle, j'ai fait, je vous ai mis quelques imagettes que j'ai tirées des archives de l'INA, donc aux alentours des années 1965-66, de la maison des examens qui se situe encore à Paris, dans le 5e arrondissement de Paris, rue de la Baie de l'Épée, et on passait le baccalauréat. Et pourquoi je vous l'ai mise? Parce que dans la littérature, notamment, vous pouvez penser à des écrivains un peu grand public, type Jean d'Ormesson, vous avez raconté la manière dont ils passent le baccalauréat, plutôt le souvenir qu'ils ont de leur baccalauréat
baccalauréat associés à certains lieux qui ne sont plus les lieux d'aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans l'INA. Et par ailleurs, dans le cadre de cette recherche-là, la maison des examens d'Arcueil, qui est désormais Arcueil, fait l'objet et va faire l'objet d'un travail en particulier, notamment en termes d'architecture et de représentation de l'architecture de cette maison des examens. Donc, concernant le baccalauréat, donc Arthur a très gentiment fait une extraction que je trouve particulièrement intéressante sur le temps d'antenne relative au baccalauréat à partir globalement des années 60. Donc évidemment, on a un traitement qui est, je pense, lié aussi aux archives. Il y a une sorte de particularité liée aux archives de l'INA. On a des courbes qui sont liées aussi à ce qui est disponible dans les archives, bien sûr. Alors, ce que l'on voit globalement, et le premier résultat qu'on a, c'est qu'on a une forme de saisonnalité extrêmement forte, donc là, pour le coup, qui irait dans le sens de Bourdieu, donc pas dans les héritiers, mais dans son autre rivage. Saisonnalité, donc marronnier du baccalauréat, qui existe bel et bien. Il n'existe pas seulement dans la pensée de Bourdieu, il existe bel et bien, et on le voit, donc je ne vous ai pas mis les flèches, mais à chaque fois qu'on a un pic, en fait, c'est le mois de juin. Le mois de juin, d'ailleurs, le mois de juin plus que le mois de septembre, paradoxalement, mais c'est aussi lié au fait qu'on ait choisi en fait l'entrée baccalauréat plutôt que l'entrée, par exemple, rentrée scolaire. Donc le mois de juin, effectivement, donc un sujet invisible, mais quand même qui revient de manière saisonnière, et c'est important de le souligner. Je voudrais peut-être aussi souligner un deuxième élément qui me semble vraiment faire écho à la première présentation, c'est l'importance des crises dans la représentation à la télévision, en fait, de l'éducation. Et on a deux beaux pics, en fait, aux alentours de 2007-2008, et en fait, ça correspond à la crise du CPE. Donc, contrat première embauche lancé par Villepin et Chirac, qui a finalement été abrogé, et qui a donné lieu à une crise massive et des manifestations monstres, en fait, de la part du monde éducatif et surtout du monde étudiant. Et là, effectivement, on a il nous semble en tout cas un rapport de cause à effet entre le mouvement social et la prise en compte de la question éducative qu'on va retrouver ensuite. Là, on ne le voit pas très clairement sur ce graphique-là, par exemple, autour du lancement de Parcoursup. Donc, la loi OR, orientation et réussite des étudiants, 2017-2018, manifestation monstre dans tout le pays. Et au niveau national et aussi au niveau de capitales régionales, et notamment dans des villes où vous avez des universités en lettres et sciences humaines et sociales particulièrement mobilisées. Je pense à Toulouse-Jean Jaurès, je pense à Montpellier 3, je pense à Rennes 2. Et vous allez retrouver effectivement le même effet. Encore une fois, c'est un résultat qui ne paraît pas très spectaculaire finalement, mais qui méritait, parce que Bourdieu l'a dit sans avoir un puits empirique, d'être mise au jour. Comme je l'ai dit, et puisque moi je viens de la sociologie des élites, si j'ose dire, la sociologie de les formations des élites, j'ai essayé avec Arthur de m'intéresser à la comparaison entre la représentation, en tout cas d'un point de vue quantifié dans un premier temps, représentation entre universités et grandes écoles. Il se trouve que j'ai travaillé beaucoup sur Sciences Po Paris dans mes études, dans mes recherches précédentes, et notamment mon précédent livre était relatif au concours d'accès à Sciences Po Paris. Donc, il me semblait intéressant de voir comment Sciences Po Paris était visible ou était rendu visible, plus ou moins visible, dans l'espace public par rapport aux autres universités. La spécificité de Sciences Po, c'est aussi que Sciences Po a, à partir des années 2000, une politique de communication assumée. Donc, il y a des recrutements de directeurs de la communication, et en cela, ils sont véritablement pionniers dans l'espace de l'enseignement supérieur. Donc, l'idée, c'était de comprendre comment ces politiques de communication pouvaient avoir un effet potentiel sur leur représentation dans l'espace public et dans les journaux télévisés. N'hésitez pas à me dire ces choses. Donc, ce qu'on voit, c'est toujours le pic du CPE. Donc, vous avez en bleu les facs et en rouge Sciences Po, hein, juste un établissement, hein, on est d'accord. C'est toutes les facs
françaises. Donc aujourd'hui, on en a à peu près 72 parce qu'il y a un certain nombre de fusions, mais à l'époque, on en avait plus, on va dire plutôt autour de 100. Avant l'époque des années 2000-2010 et des fusions. Donc gros pic autour du CPE et deuxième pic, comme je vous disais. Donc évidemment, pic relatif, en gardant en tête que c'est un sujet plus ou moins invisible, au moment de la crise de la loi OR, dite loi Parcoursup. En parallèle, on voit quand même que la troisième vague de massification universitaire, après quelques années, va avoir un effet sur la présence de ces sujets-là dans l'enseignement supérieur. Donc il y a un effet institutionnel propre, je pense, aux politiques de communication, mais il y a aussi un effet lié potentiellement à la massification universitaire. On passe en très peu de temps, c'est-à-dire entre 1985 et aujourd'hui, on fait plus que doubler, encore une fois, le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on en est à 3 millions. En 1985, on était à un tout petit peu plus d'1 million. Vous vous rendez compte qu'en un temps extrêmement réduit, on double le nombre d'étudiants, et ça a un impact aussi sur la représentation dans l'enseignement supérieur. On voit quand même qu'au-delà des périodes de crise, Sciences Po Paris, je répète, une seule institution, est 3 fois plus visible que toutes les universités réunies dans la période aux alentours des années 2010, qui est liée en partie, mais pas seulement. Donc c'est une grande période de réforme de Sciences Po Paris. C'est aussi juste avant la mort d'un directeur qui était particulièrement célèbre ou célébré dans les médias, qui s'appelait Richard Descoings, et qui lui-même a une mort qu'on qualifie parfois, que les acteurs qualifient de cinéma, c'est-à-dire il meurt à New York dans une situation qui n'a pas encore tout à fait été élucidée. Donc ce qui donne lieu évidemment à un certain nombre d'émissions et par ailleurs en plus un roman par la suite. Mais au-delà de ça, on voit comment potentiellement on a des inégalités en termes de représentation entre universités et Sciences Po. Juste une chose que j'avais rajoutée dans la toute dernière version du PowerPoint, que j'avais déjà présenté, il me semble, c'était un de mes premiers projets préliminaires, je me permets juste de l'évoquer. J'avais, de manière tout à fait qualitative, essayé de comprendre en fait l'articulation entre les représentations entre Sciences Po et d'autres types de grandes écoles, et notamment le NS-ULM, aujourd'hui ENS-PSL, et Sciences Po Paris. Et on voyait justement sur une période entre 1980 et le début des années 2000, à quel point potentiellement Sciences Po Paris explosait les chiffres relativement à l'ENS-ULM, ce qui prouvait aussi l'efficacité de leur politique de communication par rapport à un établissement qui à l'époque n'avait pas encore de directeur de la communication. Mais encore une fois, je l'avais ajouté sur la dernière version, je m'en excuse, mais je pourrais vous l'envoyer par mail. Ceci dit, quand on compare aussi, ça c'est le travail en cours d'un point de vue qualitatif, le traitement par les journalistes et les mots-clés qui sont utilisés pour décrire le champ des grandes écoles par rapport au champ de l'université, on voit clairement des clivages avec l'université qui est clairement associée à la crise, à la grève, aux manifestations, au blocage potentiellement, puis à Parcoursup, et les grandes écoles qui restent associées à des mots-clés type élitisme, mérite, méritocratie, sciences évidemment, prix Nobel potentiellement pour les écoles d'ingénieurs, etc., etc. Donc on a un traitement déjà, du moins dans l'enquête en cours, déjà ségrégé entre universités et grandes écoles, c'est-à-dire que les médias ne font qu'amplifier potentiellement l'organisation déjà ségrégée entre universités massifiées d'un côté et grandes écoles élitistes dans leur recrutement et dans leur socialisation scolaire. Par ailleurs, autre graphique qui est propre à Sciences Po sur les temps d'antenne par chaîne. Alors là, les choses ne sont pas encore tout à fait claires pour moi dans l'interprétation, donc je me permets juste de le mentionner. Mais effectivement, parfois on a des pics France 5, parfois. Donc ça mériterait encore une fois d'être, work in progress, ça mériterait d'être analysé de manière plus fine d'un point de vue qualitatif pour voir s'il y avait potentiellement des différences entre les chaînes hertziennes dans leur traitement des grandes écoles, sachant qu'évidemment, à partir d'un certain moment, il y a une ouverture en termes de chaînes qui éclate aussi le traitement de ces questions-là.
La troisième partie de mon travail, et encore une fois là c'est celle sur laquelle je suis en train de travailler, c'est sur l'articulation entre charisme scolaire chez le personnel politique, chez les élus politiques, et notamment à partir du cas des campagnes électorales, toujours à partir d'un corpus lié aux journaux télévisés. L'idée c'était de comprendre le poids de l'école et de représentation scolaire et universitaire sur la représentation de candidats futurs élus à la présidence de la République. Et l'idée, c'est comparer les campagnes électorales, ou du moins 3 mois des campagnes électorales, ce qui est déjà beaucoup en termes de JT potentiellement ou de sources, entre Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et François Hollande. Dans quelle mesure le charisme politique, pour reprendre un terme weberien, des présidents de la République ou des candidats est associé plus ou moins à l'école ou au champ du scolaire. L'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment on associait à ces candidats une forme de compétence scolaire qui ne relevait pas de leur compétence électorale d'interaction avec un public plus large, si j'ose dire. En prenant des candidats qui se ressemblent scolairement, donc François Hollande, Emmanuel Macron, et aussi prendre et parfois Jacques Chirac, parce que je suis revenue parfois à Jacques Chirac, qui lui aussi est énarque, donc 3 énarques, et en même temps l'exception qui confirme la règle, si j'ose dire, parmi les présidents de la République de la fin du XXe siècle, Nicolas Sarkozy, qui lui-même n'est pas énarque, qui est passé par Sciences Po mais n'a jamais obtenu le diplôme, et qui parfois se revendiquait justement d'une position de non scolaire, encore une fois, même si lui-même est avocat et passé par l'université par ailleurs. La représentation la plus classique du scolaire dans ces campagnes électorales, en fait, donc là je vous ai mis des images qui ne sont pas tirées des sources INA, mais qui sont tirées de la presse écrite, et notamment potentiellement de Paris Match. C'est l'association entre les candidats et la fameuse image de la promotion, des promotions de l'ENA de chaque candidat. Et là, on retrouve Emmanuel Macron. Et ce qui est très intéressant, pour le moment, au niveau de la presse écrite, mais on retrouve plus ou moins, là où j'en suis, la même chose en presse audiovisuelle, c'est qu'on a à la fois la représentation de cette promo entière et en même temps ces sortes de focales, avec toujours les petits ronds autour des têtes, autour des gens qui sont autour du candidat, qui font partie de son équipe de campagne, aussi qui sont potentiellement des futures graines de ministres. Et donc là, on retrouve donc, sur la promotion Senghor de l'ENA, Emmanuel Macron et certains de ses proches, ou du moins proches à l'époque, et on retrouve d'ailleurs au passage Mathias Vichra, qui est actuellement directeur de Sciences Po Paris, qu'il est devenu il y a quelques années. Évidemment, ça fait écho à la promo Voltaire, fameuse promo Voltaire de 1986, avec toujours la même présentation, les petits ronds autour des têtes, potentiellement, où on retrouve donc François Hollande, Ségolène Royal, Jean-Pierre Jouyet, Michel Sapin, et aussi Dominique de Villepin et Henri de Castries, donc avec une lecture et une lecture de cette promo de l'ENA qui est en plus pluripartisane en quelque sorte. L'idée, c'est de prouver que l'ENA elle irrigue tout le champ politique français, quelle que soit la couleur politique en quelque sorte, et on retrouvait exactement la même chose pour Jacques Chirac, en fait, avec toujours la même photo de l'ENA, beaucoup plus ancienne pour Jacques Chirac, il y avait juste un seul petit rond autour de la tête de Jacques Chirac, et autour de tout dernier rang, on ne voit pas très bien le rond autour de la tête, mais évidemment, il y a aussi d'autres articles qui sont liés à toutes les personnes qui potentiellement, et très peu de femmes bien sûr, qui les accompagnent. Donc, au-delà, à partir de ces 3 axes, en fait, l'idée c'est vraiment d'essayer de répondre, comme on l'a dit dans ce travail qui est encore une fois en cours, à la question du type potentiellement de production télévisuelle et comment les images peuvent avoir un impact, enfin du moins quel type de représentation la télé peut produire sur l'enseignement supérieur, et là en quelque sorte ouvrir la boîte noire de ce qu'on considère en sociologie de l'éducation de manière un petit peu, si j'ose dire, lâche, si j'ose dire un peu desserrée, c'est-à-dire qu'on considère, on prend en compte les discours des élèves qui nous disent moi j'ai regardé un peu la télé, ça m'a un peu aidé, sans forcément savoir à quelle émission ou à quel type de représentation ils font écho, et le prendre en compte de manière beaucoup plus resserrée et beaucoup plus sérieuse. Une des hypothèses de travail sur lesquelles on est en train de travailler, c'est pas forcément la plus simple méthodologiquement, c'est
aussi d'essayer de comprendre comment les références, par exemple, à des chercheurs, type Pascal Perrineau à Sciences Po Paris, qui est souvent sollicité pour des soirées électorales, ne parle pas au titre du scolaire ou de l'enseignement supérieur, mais parce qu'il a un titre qui est associé potentiellement à sa position, peut avoir un impact sur la représentation qu'on peut avoir de l'enseignement supérieur pour les élèves et pour leurs familles, et aussi potentiellement comment ça peut avoir un impact aussi sur la représentation des candidats, et en particulier à partir du cas des candidats à la présidentielle. Je m'arrête là, je vous remercie. Et évidemment, toutes vos questions sont très bienvenues à ce stade de l'enquête. Merci beaucoup, Anaëlle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est juste que, comme dans la communication précédente, pour évaluer le poids des universités par rapport à Sciences Po, on pourrait juste apporter une micro-nuance en disant qu'il y a quand même beaucoup d'universités qui ont un rayonnement régional en France et que du coup, si on prenait les journaux régionaux, ça rééquilibrerait un petit peu. Voilà. Ça ne change pas la comparaison ENS-Ulm, Sciences Po, mais ça peut-être, ça aurait pu être une petite nuance. Alors je me permets de répondre tout de suite parce qu'on a déjà une réponse à ça. C'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à Montpellier 3, parce que justement l'idée c'était réintégrer les journaux télévisés, les magazines de François Languedoc-Roussillon à l'époque, maintenant Occitanie, et pour une université qui est particulièrement bien représentée lors des blocages et des manifestations, mais pas que, qui reste quand même en sciences humaines et sociales une source d'offres de formation extrêmement importante. Donc effectivement les journaux télévisés régionaux sont très importants. Donc merci beaucoup de la remarque. Merci Annabelle, c'était impressionnant par les résultats, si je puis dire. Je me demandais si dans la présentation, comme tu l'as évoqué, il ne serait pas intéressant d'avoir sur la période choisie un graphique avec d'une part la variation du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur et en dessous un graphique avec la part relative consacrée aux journaux télévisés pour montrer en fait d'un point de vue visuel ce décrochage que tu as évoqué. J'avais quelques questions. J'imagine que tu as travaillé avec les descripteurs, ou enfin, c'est juste les mentions en fait Sciences Po. Et donc oui, parce que quand on voit apparaître France 5, je me suis posé la question de savoir à quel programme ça renvoyait. Donc je me suis demandé si c'était pas plutôt des émissions de débat, par exemple, C'est dans l'air. Et auquel cas, en fait, le Sciences Po est renvoyé à la référence des invités. Et donc, la question que je me posais, c'était est-ce qu'on ne pouvait pas dissocier en fait les programmes et montrer aussi la part importante de Sciences Po par les invités qui sont dans en fait, les émissions de débat par rapport aux autres invités universitaires. Et je pense qu'une émission dans C'est dans l'air, par exemple, Sciences Po est très très largement, enfin mon hypothèse, c'est en voyant France 5, très largement surreprésentée. Et donc en fait, la question, ça serait au fond de montrer enfin disons, dans ce passage que tu montres sur les grandes écoles et l'importance de Sciences Po, le multidéploiement en quelque sorte de cette école qui est évoqué à la fois par pas tellement par les étudiants, mais à la fois par son collège d'universitaires invités comme experts, et puis par ses dirigeants et les scandales qui sont associés et qui sont en fait et qui sont associés effectivement à l'école du pouvoir, et puis évidemment ensuite par la médiatisation des anciens élèves qui sont dans cette école et qui expliquent en fait cet écart par rapport aux autres universités. Donc ça c'était un point. J'avais une question qui était aussi par rapport au sujet, et je me demandais si au fond, un peu par rapport d'ailleurs à l'intervention qu'on a eue avant,
il y a deux questions qui sont la différence privé-public. Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé ou évoqué dans les journaux? Et la deuxième question, c'est le coût des études, qui j'imagine dans les préoccupations des ménages avec des enfants est important. Est-ce que tu peux montrer en fait en quelque sorte une sorte d'écart, enfin une sorte de plus grande... Enfin, ma question, ça serait, est-ce que tu as des indicateurs qui permettent de montrer qu'une des préoccupations importantes pour les ménages qui ont des enfants qui vont faire des études, la question du coût est extrêmement centrale, et est-ce qu'elle est complètement encore plus invisibilisée dans les sujets qui parlent en fait de l'enseignement supérieur? Voilà. Merci beaucoup pour ces questions absolument passionnantes. Donc sur la question du graphique, entre la variation du nombre d'étudiants et l'invisibilisation, enfin la part relative de l'enseignement supérieur ou de ce passage-là entre SCO et Sup, je pense que ce serait quelque chose à faire effectivement, donc merci pour l'idée. Sur les descripteurs, effectivement déjà, ça nous a posé problème en soi, c'est-à-dire que la description de Sciences Po Paris est extrêmement volatile d'une période à une autre. On a des instituts d'études politiques, ensuite on a du Sciences Po avec des orthographes différentes, donc il a fallu déjà faire notre miel de tous ces éléments-là, et ça c'est quelque chose, c'est pas propre aux archives de l'INA, en fait dans les archives nationales c'est exactement la même chose en fait. Si on veut faire quelque chose de systématique et sérieux, il faut recroiser déjà les descripteurs et faire un petit peu le ménage en quelque sorte et recoder en fait ces descripteurs-là. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas le propre non plus de Sciences Po. J'avais fait il y a quelques années un travail sur Beaubourg. Enfin, c'est exactement la même chose, hein. Centre Pompidou, Beaubourg, enfin, c'est des descriptions extrêmement volatiles dans le temps. C'est moins vrai pour les universités. Il y a toujours des ambivalences dans les descripteurs entre faculté, université. Et différentes disciplines qui aussi peuvent être désignées parfois avec quelques petites erreurs ou parfois avec des variations, sachant que c'est les disciplines ou les filières, par exemple administration économique et sociale, ça peut avoir une dénomination, ou langue et lettres, ça peut avoir des dénominations qui varient dans le temps. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc pour Sciences Po, ça a été extrêmement important, et tu as tout à fait raison sur la question de France 5 et des invités. Sur les personnalités, j'avais fait une petite enquête quali pour savoir qui étaient les personnalités les plus représentées. On avait aussi lancé un Snoop là-dessus. En quali, moi je pensais que c'était Richard Descoings qui serait le plus représenté. En fait, les trois les plus représentés, c'est Pascal Perrineau 1, Dominique Régnier 2 et Doménac, donc spécialiste de la Chine contemporaine, en 3. Donc c'est que des experts qui potentiellement peuvent intervenir, donc experts universitaires à Sciences Po Paris, et qui peuvent intervenir dans des débats qui vont bien au-delà de la seule question scolaire et universitaire. Et là, encore une fois, ils ne parlent jamais de Sciences Po, mais ils sont toujours cités à titre de Sciences Po. Donc je pense que de toute façon, et sur la question de la référenciation des invités, je pense que tu as raison, et ça mériterait encore une fois de raffiner les choses, et peut-être à partir du cas de France 5, des différents plateaux de France 5, et la différenciation entre les JT et les émissions de débat. Mais en fait, on voit la même chose aussi pour la période précédente sur France 3, hein, dans la marche du siècle. En fait, le Sciences Po est particulièrement bien représenté, mais aussi le HESS. Serge Pogam ou Agnès von Zanten, par exemple, dans les années 90, sont très très bien représentés. On fait une private joke universitaire, mais par ailleurs, donc, Serge Pogam et le HESS, et Agnès von Zanten était ma directrice de thèse. Mais au-delà de ça, effectivement, je ne vais pas mentionner le fait que Sciences Po Paris est représenté au titre de l'école du pouvoir, évidemment, ça c'était aussi une de mes hypothèses de base, et que les anciens et les journalistes sont souvent des anciens élèves. On connaît le poids de Sciences Po Paris dans la production des journalistes sur toute la période, y compris sur la promo Voltaire. On a par exemple des journalistes, alors le nom m'échappe, mais il y a des journalistes qui ont fait des livres sur la promo Voltaire, en ceux de l'ENA, ou promo 86 ou promo 85, les gens de Sciences Po en fait qui étaient avec tous ces gens qui sont ensuite passés à l'ENA, et ça inclut des journalistes, mais aussi des magistrats et des gens qui ont été au pouvoir ensuite, notamment sur Hollande. Sur la question du rapport entre public-privé et coût des études, alors on n'a pas travaillé là-dessus, mais je pense que c'est passionnant et très très important. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment en sociologie de l'éducation, notamment aux États-Unis, où effectivement, quand on regarde la question des frais d'inscription et de l'acceptabilité par les familles de l'augmentation des frais d'inscription, on prend en compte ces éléments-là, mais à partir des sources
qu'on a regardé, donc la manière dont on discute la question à la fois du public et du privé et des frais d'inscription, on n'a pas encore regardé cette question-là. Mais effectivement, je pense que c'est important parce que à partir d'autres systèmes éducatifs comme les États-Unis ou d'autres, où les frais d'inscription sont déjà très importants, et la manière dont les préoccupations des ménages en termes économiques peuvent se structurer autour de ces demandes se fait, mais je pense qu'effectivement, ça mériterait d'être approfondi. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'enseigne à Sciences Po, c'est la preuve que Sciences Po est très bien représentée. Mais je voulais donc comprendre si vous appréciez une différence dans la médiatisation de Sciences Po entre les différentes périodes, au sens du pouvoir politique. Est-ce que sous Hollande ou sous Macron, la médiatisation, la surexposition des Sciences Po connaît des variations significatives, sensibles ou pas? Merci. Pardon d'ajouter, mais la vraie question c'est Sarkozy. Parce que là, il n'y a pas de Sciences Po. Bah si, il y a Sciences Po, mais pas jusqu'au bout. Là, il y a un vrai changement paradigmatique, c'est que tout d'un coup, le président de la République n'est pas un Sciences Po, un ancien Sciences Po. Il n'a pas l'ENA, mais enfin, c'est lié. Hein. Et je me souviens d'avoir été allé dans un colloque et dans lequel il y avait des gens qui avaient expliqué qu'on était passé du régime des philosophes au régime, philosophes, sociologues, sciences humaines, au régime des juristes et des avocats. Et que ça faisait un changement politique de fond et je trouve ça assez impressionnant. Donc est-ce qu'effectivement, dans vos travaux, est-ce que vous posez cette question d'un changement net que reflèterait ou que provoqueraient les médias sur Sciences Po, sciences sociales ou avocats d'affaires? Merci beaucoup pour ces questions-là. Je commence peut-être par la fin. Alors évidemment, c'est pour ça que rentrer Sarkozy dans les sources, ça nous paraissait essentiel justement pour essayer de comprendre comment un président qui n'a pas... En fait, il a fait Sciences Po, mais il n'a pas le diplôme parce qu'il n'était pas assez bon en anglais, en fait. Et donc, il a fait voilà, selon parce qu'il y a toujours des mythes, il y a des discours, c'est comme le NS et Macron, etc. Il y a des mythologies, en quelque sorte, qui sont reprises, y compris par la presse audiovisuelle. Et donc, effectivement, comparativement, Sarkozy, c'est un point extrêmement important. Pour le moment, on n'a pas de choses claires, donc, puisqu'on est encore au début de cette partie-là de l'enquête, mais ça fait partie, évidemment, à titre comparatif, des choses essentielles à interroger. Ceci dit, sur la République des avocats contre la République des énarques, alors les choses ne sont pas aussi... La République des avocats, ça désigne essentiellement la fin du 19e, mais surtout le début du 20e, où le poids des avocats était plus important. Mitterrand en fait partie aussi, par exemple. Les choses sont, encore une fois, pas si nettes, et ça mériterait encore une fois d'être affiné. J'espère que j'aurai l'occasion de vous représenter quelque chose de plus affiné sur la période, spécifiquement sur Sarkozy et son rapport à Sciences Po. Mais ce que je vois, et notamment déjà à partir de la presse écrite, c'est que son rapport au scolaire et à l'universitaire est beaucoup plus distant qu'avec Hollande et Macron, où il y a une autoréférence à son diplôme qui est beaucoup plus éloignée. C'est-à-dire que... Et puis, donc sa compétence, elle relève plus justement d'un savoir-être, d'une capacité d'interaction, d'un art oratoire que Emmanuel Macron ou François Hollande, qui sont plus et qui s'associent plus naturellement à leur scolarisation et à leur succès scolaire en quelque sorte. Effectivement, Nicolas Sarkozy est un point extrêmement important dans l'analyse à venir. Et sur la médiatisation de Sciences Po par période et aussi par président de la République, ça aussi, ça fait partie potentiellement de nos hypothèses. Moi, je pense qu'entre Emmanuel Macron et François Hollande, il n'y a pas beaucoup de différence dans la manière dont on se représente Sciences Po, sachant que les deux, et notamment Emmanuel Macron, ont été par ailleurs enseignants à Sciences Po. Ça aussi, ça peut potentiellement compter. Et je le dis d'autant plus que j'ai eu Emmanuel Macron en cours. Ce qui est toujours, à titre anecdotique, pardon d'avoir mentionné. Mais en tout cas, effectivement, en termes d'exposition, de surexposition, ça mériterait aussi une enquête qualitative par entretien avec la direction de la communication, il me semble. C'est que je pense que l'exposition, la surexposition de Sciences Po,
elle est sous-tendue également par la présence d'une équipe plus ou moins importante autour des directeurs de la communication. Et quand je vous parle des directeurs de la communication, c'est pas simplement un diplômé de Master 2 en communication. Hein. On va chercher des gens chez Havas, chez Publicis, donc des publicitaires qui sont chargés de la direction de la communication de Sciences Po. C'est pas quelque chose qui est laissé au hasard en fait. Donc en parallèle, il faudra forcément faire une enquête plus fine sur la structuration en fait de la communication de l'enseignement supérieur. Et ça, pour ça, à ma connaissance, y compris en Angleterre ou aux États-Unis, qui sont les pays que je connais le mieux du point de vue de l'enseignement supérieur, il y a même très peu de littérature là-dessus, en fait, sur les directions qui sont un petit peu fonctionnelles, en quelque sorte, de ce type d'établissement-là. Mais du coup, c'est d'autant plus important pour répondre à la question d'Arnaud, justement, et à la manière dont, potentiellement, ces établissements peuvent, alors qu'ils augmentent leurs frais d'inscription, hein, c'est le cas de Sciences Po ou c'est le cas de Dauphine, peuvent utiliser ce levier communicationnel pour justement potentiellement justifier leurs frais d'inscription et justifier auprès des ménages le fait qu'ils méritent, entre guillemets, l'investissement, si j'ose dire. Donc là, c'est là que ces deux questions en fait, sont tout à fait corrélées et à mon avis absolument essentielles. Absolument essentielles non seulement pour le champ des grandes écoles, mais potentiellement pour le champ de l'université dans une période où potentiellement on va être amené, il me semble en tout cas, c'est les projets en cours, à augmenter petit à petit les frais d'inscription pour les universités de masse, en quelque sorte. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas ça fera partie évidemment des choses à venir, des projets à venir. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête ici pour les questions à cette communication. Merci encore à Naël. Et on passe à la deuxième partie. Voilà, on applaudit. Les deux intervenants, pardon. Ici Justine. Alors, on passe à la deuxième partie qui est plus centrée sur les volets outils et méthodes. Et on a accueilli Karen Bastien qui a travaillé au portail dataina.fr. C'est très intéressant parce que ce portail a été mentionné lors de l'inauguration du lancement du Lab de l'INA. Et voilà, je suis très curieuse de connaître les avancées. Et Karen a une longue expérience dans les domaines des interactions entre les données et les journalismes, comme data journaliste, et aussi dans la conception des projets d'interaction entre numérique et data. Voilà, on va l'écouter. Bonjour à tous. Donc effectivement, je ne suis pas chercheuse, je suis très impressionnée d'être ici. Ne me posez pas des questions trop dures. Hein. Je ne suis que journaliste. Donc je suis journaliste effectivement depuis 25 ans et avec une spécialisation en data journalisme depuis une douzaine d'années dans le cadre de We Do Data, une agence que j'ai fondée et qui, là, sur ce projet, a le plaisir d'accompagner data.ina.fr depuis une grosse année. Alors je ne sais pas quelle est votre connaissance de data.ina.fr, donc on va faire un petit saut dans une présentation déjà de ce site qui est aujourd'hui très concret, qui est sorti d'une phase, on va dire, de type prototype pour s'engager dans les prochains mois dans une phase de publication, de mise en ligne auprès du grand public. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui est assez exclusif puisque voilà, c'est une version qui n'est pas accessible encore à tout le monde, mais en tout cas qui est très bien avancée. Alors, que va être, du coup, parlons au futur, que va être data.ina.fr? Ce sera le site d'exploration des médias par des IA. Alors, de façon très pompeuse, mais je pense qu'il faut aussi de temps en temps se dire les choses. Ce sera en tout cas dans les prochains mois le premier site au monde à offrir de la donnée calculée, issue de traitement IA sur de la reconnaissance de sons, de noms et de mots à partir d'une matière brute. Ce que j'appelle la matière brute, c'est le dépôt légal, puisque là, l'idée, c'est vraiment de partir de cette mission unique, ce qui en fait unique au monde, mais cette mission régalienne qu'a l'INA, de capter chaque jour les médias français. Également le web ne sera pas présent, en tout cas sur cette V1, mais aujourd'hui, il présentera la captation, enfin une analyse de cette matière image et audio captée chaque jour sur les télégénéralistes, information continue et radio.
Tout ceci dans un site entièrement data visualisé, un mot un peu chic pour dire des graphiques interactifs et des cartes, avec des résultats délivrés 2 fois par an au public. Donc 2 fois par an, les données seront mises à jour et délivrées au public. Dans cet événement éditorial qu'on espère bientôt offrir, on pourra naviguer dans un site qui a une visée très clairement pour le grand public, avec des entrées, et c'est pour ça que je vous propose d'aller me balader très rapidement sur le site actuellement encore en phase de test. Donc c'est un site grand public qui va proposer des entrées, on va dire, accessibles, c'est-à-dire quand on a vu cette masse potentielle d'histoire derrière de la télé et de la radio française, on s'est dit qu'est-ce qu'aimerait savoir le grand public sur ces médias, et avec cette particularité qu'a l'INA, c'est le temps long, c'est la tendance. Et bien en fait j'aimerais savoir quelle personnalité il y a à la télé ou quelle personnalité j'entends à la radio. Il y a cette question femme-homme qui est très forte dans l'actualité de plus en plus, mais qui est en plus là peut s'appuyer sur un travail spécifique, le travail de David Doucan sur Image Speech Segmenter, donc la capacité de reconnaître les sons femmes, hommes, bruit, musique, sur lesquels on s'appuie sur cette présentation. Les mots, quels mots on utilise à la télé et à la radio, et puis les lieux, de quels lieux on parle à la télé et à la radio. Donc c'est une entrée thématique assez simple. Et puis, il y a, pour ceux qui le souhaitent, une entrée plutôt par périmètre. Alors, les périmètres, il manque le petit bloc radio qui est en train d'être travaillé, mais on peut aussi avoir des personnes qui, on va dire, quel que soit le thème, tout les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est ce périmètre, ces JT. Donc, comme les JT faisaient partie des 2 sujets dont on a parlé jusqu'ici, on peut rentrer dans celui-ci. Et je vais vous présenter rapidement en fait la mécanique, enfin en tout cas l'expérience interactive qui est proposée sur ce site. Elle est la même sur à peu près toutes les questions. D'abord, c'est un système de questions. Donc, par exemple, quelle personnalité mentionne-t-on le plus dans les JT? Je peux également avoir ici exploré les mots-clés prononcés dans les JT. Donc, en fait, j'offre toutes les interactions que je peux à travers des questions sur ce périmètre de JT. Je vais faire un petit tour sur les personnalités parce qu'on pense que ce sera un espace qui sera assez regardé. Et donc là, j'ai quelle personnalité mentionne-t-on le plus sur les JT. Je retrouve le même, mais je suis rentrée par une autre porte. Et également sur les chaînes d'infos continues. Et j'aurai bientôt les radios qui arriveront en dessous. Les réponses sont graphiques, sont uniquement graphiques, ces fameuses dataviz dont je vous ai parlé. Donc des graphiques interactifs qui permettent de s'ouvrir sur toute la période disponible. Le site, à son lancement, offrira 5 années d'analyse des médias, donc en gros du 1er janvier 2019 à juin 2024, donc même 5 ans et demi. Et il offrira la possibilité pour l'internaute de regarder des tops, 10, 20, 30, voire de faire sa recherche. Faire sa recherche, c'est vous allez chercher des personnalités en particulier. Vous pouvez les voir selon différents types d'évolution. Ça, c'est le fameux top 10 qui sera le premier mois après mois. À tout moment, vous pouvez choisir une période en particulier. Voilà, vous avez cette latitude-là. Et puis, bien sûr, vous avez également une vue plus historique, plus classique, où vous pouvez sélectionner des personnes et les comparer entre elles. Donc vous voyez qu'on est sur une présentation aujourd'hui, on va dire assez classique, de visualisation interactive, de plus en plus répandue, et surtout sur une mise à disposition des données de façon assez simple, même si j'ai quand même un niveau, je peux filtrer des chaînes, je peux filtrer des genres, donc j'ai des interactions, mais on va dire on n'est pas sur un outil métier, un outil expert, un outil chercheur, c'est pas l'ambition, donc j'ai des interactions, mais je ne suis pas sur un outil métier, même s'il est déjà, c'est un beau cadeau que l'on fait au grand public. Sur l'ensemble de ces graphiques, vous le voyez là, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de texte, de commentaires, puisque le choix très fort qui a été fait, c'est de la... Et d'ailleurs, je crois que, hop, je suis passée vite quand je suis passée sur la... C'est le site qui donne à voir les données de l'INA. Ce n'est pas le site qui analyse les données de l'INA, qui commente, voilà, il y a d'autres espaces pour ça. Il y a le lab, il y a la revue des médias, il y a tout un tas aujourd'hui d'exploitations éditoriales faites par l'INA par ailleurs. Donc ce n'est pas un site qui éditorialisera directement les données, c'est un site qui les donnera à voir et qui, sous chacun des graphiques, fera des liens vers différentes productions éditoriales ou de recherche de l'INA. L'idée, c'est que ce soit un site qui donne à voir et qui vous donne envie d'aller ensuite
voir des explorations éditoriales ou de la recherche, mais ce n'est pas sur ce site qu'il y aura les analyses directement. Je fais juste un petit tour sur la partie femmes-hommes parce qu'elle est un petit peu spécifique. Donc ici, vous avez sur toute la période la répartition du temps de parole homme, femme, musique, bruit, avec le indéterminé. Et donc on voit les hommes en rouge, avec voilà, une forte présence sur certaines chaînes, plus sur les chaînes d'info continue qui sont ici que sur les chaînes généralistes qui sont au-dessus. Voilà. On va avoir les radios. Alors bien sûr, on voit bien sûr la présence, les radios musicales, voilà, ou RMC, où les hommes sont très présents visiblement. On a l'évolution de ce temps de parole également, chaîne par chaîne. Et puis même, on a les temps de parole hommes-femmes, heure par heure. Donc voilà, on a des choses, et puis jour par jour, donc on a des choses aussi assez granulaires. Ça permet aussi de relativiser, on va dire, certains temps de parole sur certaines chaînes où on dit les femmes et les hommes sont quasiment à égalité, mais les femmes parlent beaucoup plutôt entre 23h et 4h du matin. Des petits pics féministes. Je ne peux pas m'empêcher. Alors, un site pionnier dans la stratégie IA de l'INA, je pense, je ne suis pas de l'INA, je ne suis pas une vieille de l'INA, mais je pense que d'abord, l'IA pour tout le monde, en tout cas dans cette forme-là, est assez nouveau. L'IA n'est pas du tout nouveau, mais en tout cas, son utilisation sur une exploitation, on va dire, assez massive et nouvelle. Donc l'idée derrière ce site, qui est vraiment une V1, une première pierre, c'est d'exploiter de manière innovante et inédite ce fameux dépôt légal, de construire cette offre éditoriale qui est déjà en cours à l'INA, mais sur du décryptage, de l'objectivation des médias. On sait dans un monde où il y a énormément de fake news, d'idées reçues, voilà. Et donc d'arriver avec cette objectivation chiffrée, c'est une façon en fait de s'installer aussi dans un positionnement de dire voilà ce qui s'est passé, puisque nous on a les 5 ans, les 8 ans, les 10 ans, les 15 ans. L'idée c'est bien sûr au fur et à mesure des publications, c'est de rajouter de l'historique à ce site et de renforcer les études sur le temps long et le temps médiatique du temps long, et puis justement pas dans la course à l'actualité. Et c'est bien aussi pour ça que le choix a été fait de ne pas être sur un site qui est publié chaque jour. On aurait pu se dire on rentre dans de l'actualité. Tous les jours, on vous dit ce qui se passe parce qu'on est en capacité de le faire. Et vraiment, il y a une idée très forte de ne pas rentrer dans cette course effrénée aux IA. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière la machine? Parce que ça vous intéresse sûrement et vous aurez peut-être des questions un peu plus spécifiques. C'est tout un process, non seulement qui est complexe, mais où le souci permanent de DataINA, c'est de bien mixer à la fois l'expertise métier, depuis la captation jusqu'au site, mais de mettre à tous les endroits où il y a effectivement des traitements d'intelligence artificielle, l'expertise métier de l'INA. Ce qu'on a découvert au cours de l'année qui vient de s'écouler, qui a servi de prototypage, de test, d'identification des biais et de potentielles erreurs de ces IA, qui sont bien sûr imparfaites, on le sait, c'est de voir à quel moment on met des tamis de sécurité, de validation, pour que sur l'expertise de l'INA, qui est celle par exemple d'un référentiel, d'un lexique qui est immense, et de différents systèmes de validation, on peut faire en sorte que la visualisation qui est proposée, on puisse être serein sur la méthodologie proposée aux internautes. Donc, alors là, la captation se fait sur 183 chaînes, mais sur data.ina.fr, il y aura au maximum pour l'instant une vingtaine de chaînes qui seront traitées. Elles vont passer pour tout ce qui est reconnaissance des entités nommées, donc ces fameuses personnalités et lieux dont je vous ai parlé. Elles passeront par 2 IA successives, l'une de transcription. Le choix a été fait d'utiliser Whisper, puis une autre IA d'extraction d'entités nommées qui s'appelle Textrasor. Il y en a une qui transcrit et l'autre en fait qui reconnaît les entités nommées, en tout cas qui identifie des entités nommées, les associe à un Wikidata. Et c'est là que le premier tamis se fait, et ça c'est très important, c'est que toutes les entités nommées, donc les personnalités, personnes physiques ou personnes géographiques reconnues par Textrasor, n'arrivent pas sur le site. N'arrivent que celles qui seront rapprochées, donc sécurisées par le fait qu'elles sont aussi reconnues par le lexique de l'INA, en l'occurrence le référentiel qui est issu du travail bien connu à l'INA. Donc là, il y a un premier tamis. Et puis ensuite, on a mis un certain nombre d'autres tamis derrière, puisqu'il est évident que depuis 1 an qu'on travaille sur on va dire,
qu'on voit la production de ces traitements d'intelligence artificielle, on voit un certain nombre de biais apparaître. On les connaissait, on va dire tout le monde connaît les biais des IA, ce n'est pas nouveau, la littérature est énorme sur le sujet. Maintenant, on les voit s'appliquer à la matière médiatique. Parce que la spécificité de la matière médiatique, je pense par rapport peut-être à d'autres matières pour des IA, c'est le fait que, eh bien, c'est l'actualité. C'est-à-dire l'apparition de nouvelles personnalités quasiment tous les jours. Les IA ont des référentiels. Est-ce qu'elles ont la capacité, ou en tout cas les concepteurs, au-delà de l'algo qui est derrière cette IA, est-ce qu'ils ont la capacité à mettre à jour les référentiels assez régulièrement pour intégrer ces nouvelles personnalités? Donc c'est vrai que c'est une matière qui est assez complexe, ne serait-ce que la transcription. Transcription de radio, quand on est en studio radio, ça va, mais quand je suis en reportage radio, même si les micros sont super, il y a beaucoup plus de complexité. Quand je suis sur un plateau télé de chaîne d'info continue et que tout le monde parle en même temps, voire crie, on va dire que la transcription va être un peu complexe. Donc la matière médiatique même qui est à l'origine de ces transcriptions et extractions d'entités nommées, elle est complexe. Apparition régulière de nouvelles personnalités et, on va dire, sont pas toujours faciles à transcrire pour des intelligences artificielles. Donc de tout ça, on a mis en place avec l'ensemble de l'équipe, et tout ça, c'est vraiment des choses très nouvelle à l'INA, mais pour accompagner pas mal de médias aujourd'hui sur les intelligences artificielles, je peux vous dire que c'est assez nouveau en général, parce que tout le monde parle de l'IA, mais aujourd'hui, quand on se le coltine, il faut le dire comme ça, et qu'on voit la complexité, certains rebroussent chemin direct, parce que c'est très très complexe, et se disent « Oh là là, en fait, c'est trop brûlant ». Et là, il me semble, en tout cas c'est le travail qu'on a fait avec l'équipe. Quand je dis l'équipe, je préfère aussi les nommer, ça va bien sûr depuis la captation, l'équipe de ZIA, le LAC, l'équipe validation, patrimoine, MDM, édito, enfin c'est une énorme équipe qui à chacun rajoute en fait son expertise, et ce qu'on a essayé de trouver, c'est une ligne de crête. La ligne de crête, elle est celle-ci. Aujourd'hui, c'est de se dire, on va faire en sorte que on assure à la personne qui consulte data.ina.fr que l'ensemble des traitements a été fait correctement. Comment on s'assure qu'ils ont été faits correctement? D'abord que tous les segments horaires pour toutes les chaînes soient complets. Ça assure la comparabilité entre les chaînes. S'il manque 1 heure sur une chaîne, on ne présente pas la journée pour la chaîne et on ne présente pas la journée pour l'ensemble des chaînes du périmètre. Sinon, il y aurait un biais. Donc ça, c'est le niveau d'exigence-là. Il faut s'assurer que, en fait, depuis la captation jusqu'au site, quand on dit le 5 juin sur CNews ou sur les chaînes d'info continue, on a toute la journée pour tout le monde. Donc ça, c'est c'est la complétude des segments. Et deuxième chose qu'on vérifie et qui est assez complexe à mettre en place, plus que ce qu'on ne croit, c'est détecter des incohérences quantitatives. Quand on a 5 ans d'analyse d'entités nommées, en tout cas de calcul d'entités nommées sur une chaîne, on est capable de dire par une médiane qu'en moyenne, je reste sur CNews, je ne sais pas pourquoi, qu'en moyenne sur CNews, le jeudi, il y a 42 entités nommées qui sont repérées. Si nous, sur un jour, tout d'un coup, il y en a 12 ou 112, on se dit qu'il y a quelque chose d'étrange. Peut-être que c'est normal, mais du coup, on est alerté par un outil automatique qui fait que là, il y a un humain INA, je vais l'appeler comme ça, de validation, qui va aller voir, mais pourquoi, en fait? Émission spéciale, enfin, il peut se passer plein de choses qui peut expliquer. Et en fait, peut-être qu'on va détecter que oui, il y a eu un problème de traitement. Et dans ce cas-là, on fait un recalcul où on essaye d'investiguer. Donc déjà, on a un premier tamis automatique, mais semi-automatique avec pas mal d'humains. Et surtout, on a inventé je pense qu'on peut dire ça, le contrôle de pertinence. Je vais peut-être passer 5 minutes dessus parce que c'est assez nouveau et d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir vos retours dessus. Vous l'avez peut-être pas vu, mais je vais aller le voir. Hop, sur le site tout à l'heure, quand je vais voir les personnalités. Je vais aller directement sur les chaînes d'info continue. Ici, sur en gros 2 ans d'analyse des chaînes d'info continue, donc en 2 ans, la 3e personne la plus mentionnée, c'est Paul Verlaine. C'est étrange, c'est pas tout à fait l'image que nous avons peut-être spectateurs de chaînes d'info continue, que Paul Verlaine, qui n'a pas eu de centenaire, de naissance, de mort, de je ne sais pas quoi, que Paul Verlaine est très cité sur les chaînes d'info continue. Donc l'œil humain se dit, il y a un problème. L'œil humain, l'œil éditorial, l'œil d'un documentaliste se dit souci.
Et donc, quand nous avons investigué pour comprendre comment Paul Verlaine peut se retrouver à ce moment-là, alors que, comme je vous l'ai dit, la validation des traitements automatiques s'est bien passée. Donc, nous n'avons pas vu jusqu'au site aucun problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé puisqu'il y en a un? On ne va pas se le cacher. Eh bien, quand on investigue, on découvre qu'il y a une entreprise qui s'appelle le groupe Verlaine, qui depuis à peu près 1 an, qui fait de la rénovation énergétique, qui font des panneaux solaires, rénovation énergétique des bâtiments, qui se payent mais des tannées de pubs sur les chaînes d'info continue. Et comme les chaînes d'info continue, nous les prenons de 6h à minuit, sans segmentation, donc publicité comprise, nous bouffons beaucoup du groupe Verlaine. Alors nous bouffons en tout cas l'IA Whisper en tant que Verlaine, enfin voilà, et retranscrit Paul Verlaine. Donc le problème n'est pas au moment de l'entité nommée, il est directement au moment de la transcription. Donc on sait que dans les générations qui vont évoluer de transcription, le fait de prendre de plus en plus le contexte fait que on devrait avoir de moins en moins ce risque-là, puisque Paul Verlaine, associé à un panneau solaire, a priori, il devrait y avoir une sorte d'alerte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Whisper entend groupe Verlaine et retranscrit Paul Verlaine. Donc après, au texte Razor, il voit Paul Verlaine, il dit Paul Verlaine, il existe. Et puis le référentiel INA, il dit Paul Verlaine, et voilà comment il arrive. Quand on a été confronté à ce cas-là, et je vous cite un autre cas, mais vous allez tout de suite le connaître, Richard Wagner. Le groupe Wagner a été beaucoup dans l'actualité, et nous, c'est Richard Wagner qui a été retranscrit. Quelle attitude avoir? Alors soit on se dit on arrête tout, on va tout jeter, de toute façon tout ça ne raconte que du caca. Et puis on peut aussi un peu se dire, vu la matière qu'on a, vu le travail qu'on a mis en place, vu l'évolution aussi des IA, peut-être que notre travail en fait c'est de dire que les IA ont des biais, on le savait, mais là en fait on le vit, on le voit, et quel est notre rôle? On corrige. Donc on va rajouter nos biais humains aux biais d'IA, etc., où on se dit que de toute façon, ce projet et un grand nombre des projets liés à l'IA aujourd'hui, ce sont des projets qui vont évoluer avec les algos qui vont évoluer, avec les référentiels qui vont évoluer. Et donc, la position qui a été choisie, c'est de dire à partir du moment où on peut assurer que de la captation au site, nous sommes sereins sur l'ensemble des étapes. Quand ce type de résultat arrive, et il y en aura d'autres, eh bien c'est notre rôle, à la fois de service public, et aussi, je pense, c'est une mission aussi d'acculturer les lecteurs à l'IA et de ne pas leur faire croire que tout ça va être non seulement miraculeux et toujours la vérité, puisque une IA n'a aucune conscience en fait des mots, des fonctions, de la notion de vrai et de faux. Elle associe juste des mots statistiquement entre eux. Eh bien, nous avons mis en place plutôt un système d'alerte visuelle, de warning, où vous pouvez lire, à la suite de notre investigation, les résultats mentionnant Paul Verlaine tendent à indiquer que l'algorithme de reconnaissance confond le poète avec l'entreprise Groupe Verlaine, présente dans les médias à travers une campagne de publicité. Cela entraîne une surreprésentativité. L'amélioration continue des algos, avec une meilleure prise en compte du contexte, permettra à l'avenir de ne plus confondre ces deux entités. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est pas qu'on assume le biais, c'est qu'on l'explique et qu'on en expliquera d'autres. Et donc, on est dans une position de dire, sans ces algos sur le site, au lancement, il y aura 700 000 heures de télé et de radio qui auront été analysées. Sans ces IA, nous ne pourrons pas proposer ces traitements et ces calculs. Donc le choix est plutôt de dire on va accompagner ces évolutions, on va mettre tous les tamis possibles, et quand il y aura un certain nombre de biais qui arriveront jusqu'à la visualisation finale, eh bien, l'équipe du contrôle de pertinence permettra de les expliquer et de fournir un site qui est, d'abord il faut être humble, je pense, dans l'utilisation de ces IA, mais de se dire que cette matière, c'est la première fois qu'on pourra voir les tendances longues des médias télé, radio, et donc qu'on souhaite aller dans ce sens, puisque de toute façon, on va dans un sens où il faudra naviguer entre on va dire des découvertes qui ne seront possibles, en tout cas massivement, qu'avec ces outils. On pense aux millions d'heures qui sont aujourd'hui à l'INA et dont un potentiel d'exploration est complètement dingue, et une évolution des IA, et certainement aussi une évolution de nos pratiques et des différents contrôles qu'on mettra en place. Mais en tout cas, voilà, pour cette V1, voilà l'état de l'art, de où on en est, pour ceux qui avaient suivi le projet au début, et voilà. J'espère que je n'ai pas fait trop long.
Merci beaucoup. On ouvre aux questions. Alors, il y a déjà... Voilà, il y a plein de questions. On commence... voilà, une question en présence. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation absolument passionnante. Je voudrais revenir sur l'IA et ses biais. Et il me semble que c'était particulièrement bien vu la manière dont vous avez retourné en quelque sorte ce qui pouvait paraître comme un biais de l'outil, comme une explication en fait. Et dans le même sens, puisque dans le nom des personnalités les plus présentes revient le nom de Marine Le Pen, j'aurais voulu savoir s'il y a potentiellement des biais entre les différents membres de la famille Le Pen et comment vous gérez cette différence-là, parce qu'effectivement Marine Le Pen peut être désignée comme Madame Le Pen ou Le Pen, et ça induit une confusion avec son père qui est de moins en moins présent souvent à la scène médiatique, mais quand même régulièrement, notamment lorsqu'il y a des livres qui sortent sur son histoire, par exemple, ce qui a été le cas ces dernières semaines, ou Marion Maréchal Le Pen, pour ne citer que les trois membres les plus visibles en fait, de cette famille. Voilà. Et la même chose pour les Chirac, les Macron, etc. Toute la bande. Sur une analyse, le positionnement qu'il faut vraiment avoir, en tout cas c'est celui du site, c'est que ce site va donner à voir les tendances. Dans ces tendances, il y a clairement des biais et seules des analyses de chercheurs, imaginons que quelqu'un souhaite faire une analyse effectivement sur Marine Le Pen et puis toute sa famille, verra certainement des différences de mention de Marine Le Pen de quelques entités sur un jour, une chaîne. Donc c'est vrai que c'est ça, je pense, qui va être un peu le défi du site, c'est que comme le site offre une donnée quasiment à la journée, notre tendance naturelle, c'est d'aller voir le chiffre et de se dire c'est la vérité. Et je pense que c'est un nouveau paradigme aussi avec l'IA et les calculs des IA, c'est de se dire que c'est un peu comme un résultat de sondage, mais comme déjà sur les sondages, on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'un résultat de sondage, normalement, on doit le lire et on sait qu'il y a une marge d'erreur. En fait, normalement, on devrait lire un résultat de sondage avec une marge d'erreur. On ne le fait pas. Donc là, il va falloir dire aux gens, non, mais pour l'IA, il va vraiment falloir le faire. Hein. Vous ne le faites pas sur le sondage, mais parce qu'il y a une marge d'erreur, effectivement. Et le message, c'est plus de dire, et c'est pour ça qu'au lancement, il y aura 5 ans, et très vite, on espère avoir 8 ans, 10 ans, 15 ans, c'est qu'une fois qu'on aura offert un temps long, on va plus regarder la tendance longue que le jour où, effectivement, il y a une marge d'erreur et seul, effectivement, un travail précis de chercheurs, et du coup, c'est-à-dire chaque graphe, on incite aussi à aller découvrir les données de l'INA et le lab, parce qu'en fait, c'est vraiment complémentaire. Sur une analyse précise, il faudra, effectivement, faire une analyse plus de chercheurs. Là, il faudra regarder la tendance longue, parce qu'il est évident que sur les Le Pen retranscrits par Whisper, Textrasor n'associera pas toujours Marion Maréchal, le papa ou la fille. Il y aura des erreurs. Il faut le savoir. Merci. Alors, 2 questions à distance, oui. Que d'ailleurs je partage. Cécile Miadel demande si la liste des questions est pré-remplie ou si on peut ajouter de nouvelles questions. Alors moi j'ajoute de mon côté comment a été créée cette première liste des questions. Et la deuxième question, vous avez montré des graphiques, mais est-ce qu'on peut accéder aussi aux chiffres qui sont derrière ces graphiques ? La liste des questions, elle a été déterminée à travers plusieurs ateliers faits avec des journalistes, du grand public et des personnes de l'INA qui ont travaillé sur le projet. On a posé toutes les questions qu'on aimerait. On nous a dit, vous savez, on va pouvoir explorer des millions d'heures de l'INA. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Et après, on s'est positionné dans cette logique grand public sur une sélection de questions les plus grand public. Donc c'est un pur choix éditorial. Le site est fait pour accueillir plein de nouvelles questions. Il a été construit comme ça de façon modulaire, c'est-à-dire on pourrait accueillir des nouveaux thèmes, on pourrait accueillir des nouveaux périmètres, en gros le web, et puis surtout plein de nouvelles questions. Donc si vous avez des questions, il y a un espace où vous pouvez proposer vos questions, et peut-être qu'à l'avenir, on proposera. L'idée c'est qu'à chaque sortie du site, au sens à chaque mise à jour du site, 2 fois par an, on propose non seulement de la reprise d'antériorité, des données nouvelles, mais également des questions nouvelles. Donc c'est un site qui va s'incrémenter également avec des nouveaux angles, on l'espère, tous les 6 mois. Et la deuxième question, je l'ai mangée.
Ah oui, les chiffres. Donc, il a été les chiffres sont accessibles au passage de la souris. Je peux voir l'ensemble des données, mais ils ne sont pas téléchargeables. Ça a été un choix assez fort parce qu'on aurait pu se dire finalement on rentre dans une logique d'open data, hein, c'est un mouvement auquel on peut participer, mais la difficulté, et même en échangeant avec les personnes de data.gouv.fr que vous devez connaître, la donnée calculée d'IA est évolutive. C'est-à-dire que si, imaginons qu'en juin, l'ensemble des données qui soient présentées sur DataINA, je les mette également en open data. Eh bien, en décembre, et puis 6 mois après, puis 1 an après, parce qu'il y aura eu des évolutions d'algorithmes, je refais des calculs. Marine Le Pen, par exemple, si on revient sur ce cas-là, qui le tel jour sur CNews avait été calculé à 12 mentions, peut-être que dans 6 mois, elle sera à 14. Et le 12, c'est parce que, avec la marge et le développement de l'algo, peut-être qu'il aura reconnu d'autres fois. Donc, il nous paraissait assez compliqué d'expliquer et assez nouveau. D'ailleurs, sur data.gouv, il n'y a pas de données calculées issues d'IA directement. Il y a David Doucan qui avait mis en place les données d'INA Speech Segmenter. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on freine un peu parce qu'il faut d'abord expliquer, on est toujours dans cette acculturation aussi du grand public, d'expliquer que la donnée d'IA, avec cette marge d'erreur, elle est évolutive. Alors que souvent, on attend d'un fichier open data que ça soit une donnée stable, pérenne. Alors que là, la donnée n'est pas stable et pérenne. Elle peut évoluer. Et donc, pour ne pas rentrer là-dedans, pour cette V1, en tout cas, on ne met pas à disposition les données, on peut juste les consulter sur le site. Je me permets alors de réagir sur ça. Alors, oui, la donnée évolutive, est-ce que vous l'utilisez comme évolutive? C'est-à-dire que vous allez à récalculer tous les corpus chaque 6 mois, c'est ça? Ça va dépendre. Si on change d'IA, on recalculera, parce que bien sûr, il y aura un changement méthodologique. Sinon, on incrémentera simplement les nouveaux mois, voilà. Mais on va dire, si quelqu'un d'autre prend le même périmètre et utilise une autre IA, il ne trouvera peut-être pas tout à fait les mêmes chiffres. Donc, c'est tout ce chemin d'acceptation de la marge d'erreur dans un monde où on veut des chiffres qui ne bougent pas parce qu'on ne sait pas où on va et on veut ces chiffres et c'est bien s'y tenir. C'est ça qu'il va falloir, je pense que c'est plus une question de, les anglophones diraient une data literacy. Il faut rentrer dans ce moment en fait d'acculturation aux IA et aux chiffres avant de balancer effectivement des données au grand public. Je parle du grand public, hein. On est quand même très loin du monde des chercheurs et voilà, déjà qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent et tout est, voilà, si on n'a pas le même chiffre que son voisin, tout le monde a raison et on se bat. Donc voilà, on rentre dans un moment un peu complexe. Donc voilà, on estime qu'en tout cas les données sont visibles et lisibles, elles ne sont pas cachées, mais effectivement elles ne sont pas téléchargeables en un clic. On a le temps pour une autre question? Non. Alors je pense qu'on peut s'arrêter là. Claude, tu veux faire la clôture? Merci à toutes et à tous. Merci aussi donc à Justine qui est restée en ligne depuis son lever très matutinal. Le mois d'avril sera un mois blanc pour le séminaire et on se retrouvera le 3 mai pour une séance consacrée à une période en fait, dont on n'a pas forcément envie de se souvenir, mais on s'en souviendra, le Covid, avec des travaux qui portent à la fois sur les données issues du web en lien avec justement le Covid et une présentation qui sera notamment menée par Martha et puis la présentation d'une doctorante qui travaille sur quelle représentation de la société française dans les antennes de télévision pendant la période du Covid. Voilà, donc ça sera le 3 mai, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien.